Shalom Uvracha. J'aimerais vous parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, toujours dans les halachot Purim, de points qui ne sont pas connus, qui sont quelquefois des sujets un petit peu épineux. Et j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on les élucide. Le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet du mishté. Mais pas simplement le mishté, la mitzvah de se réjouir et de manger, d'organiser un banquet, mais le mishté pour les femmes. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque le cours se passait à Beit Vagan, chez Madame Journeau, là-bas, le dernier cours avant Purim, je crois, je ne pouvais pas être là. Et j'avais demandé à un Rav de venir me remplacer. Je pense que Naomi, elle se rappelle, Rivka aussi peut-être. Un Rav très connu, très compétent. Et il avait parlé de la croix de Purim. Et ensuite, j'ai eu des échos, je crois, de Naomi, d'autres personnes, comme quoi elles ont été traumatisées. Ils m'ont dit, nous on est habitués à vous, à vos cours, sympa, machin, etc. Il nous a dit, c'est interdit pour une femme de boire, c'est interdit pour une femme de se déguiser, c'est interdit pour une femme... Ah, Bekitzo ont été traumatisés. Alors j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, à ma façon, vous enseigner Bezrat Hashem, c'est à la chôte là, et qu'on voit ce qui est vrai, ce qui est faux, et bien évidemment, il ne s'est sûrement pas trompé dans ce qu'il disait ce Rav-là. Simplement peut-être qu'il a été un peu mahmir, là où on peut être un peu plus mekel. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de parler de ce sujet, c'est un sujet épineux. Est-ce que les femmes elles doivent boire de l'alcool le jour de Purim, du vin? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et en dehors de ça, essayer de comprendre exactement, c'est une halakha. On ne peut pas s'amuser avec la halakha. On ne peut pas dire, ouais, c'est pas tsniout, donc, attends, s'il y a écrit que les femmes, elles sont obligées, qu'on est obligé de s'enivrer, ne commence pas à me dire tsniout, pas tsniout. Il y a des halakhot. Il faut savoir comment on s'arrange avec la halakha. Alors, tout d'abord, l'introduction, c'est que les femmes, elles sont concernées par la halakha de Purim au même titre que les hommes. Il y a écrit que les femmes, elles étaient dans le miracle. Elles aussi, elles ont failli y passer. Elles étaient donc elles aussi concernées par le miracle de Purim. C'est la raison pour laquelle les femmes, elles doivent faire toutes les mitzvot de Matanot Levionim, de Mishloach Manot, de Mikra Megillah et de Mishté. Donc une femme qui dirait, moi, j'ai pas envie de manger le Mishté de Purim, c'est pas pour moi, moi je suis au régime, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Cette mitzvah, c'est une mitzvah obligatoire. Une femme qui n'aurait pas fait le Mishté de Purim, ben, il lui a manqué l'une des mitzvot très importantes du jour de Purim. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le Mishté, juste quelques tout petits points importants au sujet du Mishté. Le Mishté, tout d'abord, les poskim veulent dire que comme c'est une séouda importante, il faut manger du pain. Au même titre que dans les séoudot Shabbat et Yom Tov, il faut nécessairement et impérativement manger du pain. Au même titre, pour le Mishté de Purim, il faut manger du pain. Donc, premièrement, il faut manger du pain. Deuxièmement, deuxième chidouche au sujet du Mishté, il faut s'efforcer de manger de la viande. Pourquoi il faut manger de la viande? Pourquoi il faut manger de la viande? Il y a écrit au sujet du Mishté, dans la Megillah, Yeme Mishté Vesimcha. Des jours de Mishté et de joie. D'accord? Des jours de Mishté et de joie. Maintenant, c'est quoi Simcha? À quoi ça vous fait penser, Mishté Vesimcha? Ilchot Yom Tov. Vous savez qu'à Yom Tov, il y a un concept qui s'appelle... Comment il s'appelle le concept de Yom Tov? Simchat Yom Tov. Et comment on fait Simchat Yom Tov? Eh bien, il y a écrit dans la halakha qu'on doit boire du vin et qu'on doit manger de la viande. Après, je préciserai un tout petit peu plus pour les femmes ce point-là. Donc, puisqu'il y a écrit que le mishté, ça doit être Yemé mishté vesimcha, donc nécessairement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger de la viande. Et de la viande, c'est-à-dire de la viande rouge, de préférence, ça peut être marron, mais je veux dire de la viande, d'accord, de la viande. Il faut essayer de manger de la viande, de la vraie viande. Si quelqu'un n'aime pas la viande, alors qu'il ne mange pas. Mais si quelqu'un aime la viande, qu'il mange de la viande. Juste au passage, un tout petit point, très très important. Il y a une halakha, c'est que le jour où la femme doit aller au mikvé, une femme qui doit se tremper pour son mari, ou une femme qui se convertit, ou un homme qui se convertit d'ailleurs au passage, à chaque fois qu'on a besoin d'un mikvé, il faut qu'il n'y ait aucune saleté, rien qui fasse écran entre la peau et entre l'eau. Aucune khatsitsa, on appelle ça dans la halakha. Maintenant, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de khatsitsa? Eh bien, on se nettoie bien, on fait tout ce qu'on appelle la khafifa, on se nettoie bien. Maintenant, dans la bouche, il faut aussi qu'il n'y ait pas de khatsitsa. Bien que l'eau, ce n'est pas à peine qu'elle rentre, ce n'est pas à peine d'ouvrir la bouche dans le mikvé, de faire blou blou blou, mais il faut que si jamais l'eau rentrait, qu'il n'y ait pas de khatsitsa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se brosse bien les dents et on se sert de préférence, si on peut, de fil dentaire, etc. En tous les cas, on se brosse bien les dents. Comme ça, il y a écrit dans la halakha. Maintenant, la halakha, il y a une coutume. Ce n'est pas une halakha mamash, une obligation, mais c'est une coutume, qui consiste à dire le jour du mikvé, ne mange pas de viande. La viande, c'est filamenteux.
Et va savoir si tu t'es bien brossé les dents, pas bien brossé les dents. Imagine qu'il reste un petit peu de viande coincée entre les dents. Donc le jour du mikvé, il y a écrit que la femme, elle ne doit pas manger de viande. Maintenant, il y a une question qui se pose. Imaginez qu'elle se trempe, la femme, le motsei Shabbat. Alors, tu vas dire tout Shabbat, tu ne manges pas de viande? Réponse de la halakha, tu as le droit de manger de la viande. Pourquoi? Étant donné que ce n'est pas une interdiction de manger de la viande, c'est qu'une coutume. Finalement, si après tu te brosses bien les dents et qu'il n'y a plus de viande entre les dents, c'est bon. D'accord? Donc, tu peux. Donc, la halakha, elle dit que si le mikvé tombe à motsei Shabbat, tu peux Shabbat manger de la viande. Pourquoi? Manger de la viande, c'est une mitzvah. Ça, c'est qu'une coutume. Alors, la mitzvah de manger de la viande Shabbat, elle propose la coutume. Pareil, Yom Tov. Question, si le mikvé d'une femme tombe motsei Purim, est-ce qu'elle a le droit à Purim de manger de la viande? Réponse de beaucoup de poskim, oui. On vient de le dire, le mishté, c'est obligatoire, pour les femmes aussi. Et entre autres halakha du mishté, il faut manger de la viande. Donc c'est bien que la femme, elle mange de la viande. Donc c'est misa qu'elle mange de la viande. C'est misa qu'elle mange de la viande. La coutume de ne pas manger de la viande, c'est qu'une coutume. Donc on autorise. Est-ce que l'histoire de manger de la viande, c'est que pour les Sfaradim ou aussi pour les Ashkenazim? Parce que j'entends beaucoup d'Ashkenazim qui disent que... C'est surtout Ashkenaz. C'est surtout Ashkenaz. C'est le Rama qui rapporte cette coutume. Qui disent que du moment qu'on fait motzi, c'est bon. Parce que même pour Shavuot, par exemple... J'ai pas compris? Il y en a, j'entends souvent des Ashkenazim que du moment qu'on fait motzi et si on mange du poisson, on n'est pas obligé de manger de la viande. Quand ça? Pour le repas de quoi? C'est au date mitzvah, ça veut dire même, parce que moi j'ai souvent cette discussion avec Shavuot que du coup moi je fais Shavuot c'est encore autre chose. Shavuot c'est encore autre chose. Parce que Shavuot il y a une coutume de manger du lait parce que Shavuot c'est la Torah elle est comparée au lait, etc. Plein de raisons pour lesquelles Shavuot. Shavuot c'est autre chose. J'en avais parlé. De manière générale c'est au date mitzvah. De manière générale, Yom Tov. Par exemple ce vendredi, là comme ça tombe vendredi, moi j'entends pas qu'ils disent bah nous on va faire comme un petit déjeuner, on va faire motzi et ça va être un repas léger pour comme ça. Alors je vous dis, les poskim aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, ils disent, et beaucoup d'Ashkenaz, le Rav Vosner et plein d'Ashkenazim, ils disent que la Seouda de Purim, c'est une mise de manger de la viande. C'est un Shulchan Aruch Mefourash, Shulchan Aruch dans Ichot Yom Tov, Siman Tav Kuf Kaftet. Explicitement, il y a écrit, à Yom Tov, on mange de la viande. Comme ça, on se réjouit. Shabbat, c'est encore un peu autre chose. D'accord? Maintenant, je ne rentre pas maintenant dans la sougia des gens qui aimeraient faire des repas italiens le Shabbat. Ça, j'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Est-ce qu'on peut autoriser les gens qui préfèrent manger des gratins plutôt que de la viande? J'en ai déjà parlé, mais venez, on se concentre là juste sur nos ilchot Purim. Si ça ne vous dérange pas, après on reparlera si vous voulez une fois de ça. En tout cas, la halakha, c'est quoi? C'est que c'est important de manger de la viande. Donc, si la femme, elle a son mikvé, le motsei, ça c'est juste un exemple, l'histoire du mikvé, juste pour vous montrer que c'est important pendant Purim de manger de la viande. Maintenant, juste une petite question qu'on pourrait se poser. Très jolie question. Le Shulchan Aruch, quand il parle des halachot Yom Tov, il dit à Yom Tov, il faut se réjouir. Et comment on se réjouit? Demande le Shulchan Aruch. Il dit, mais ça dépend. Les hommes qui mangent de la viande, qui boivent du vin. Les femmes, on leur offre des beaux vêtements, des beaux bijoux, des beaux machins. Les enfants, on leur donne des cacahuètes et des machins, etc. Parce que, donc tu vois bien que la femme, comment elle se réjouit? Pas avec de la viande, elle se réjouit avec un nouveau vêtement. Ce matin, je donnais cours quelque part. Les femmes me disaient, ouais, quitte à choisir entre un nouveau beau vêtement et entre de la viande, on renonce au steak. Hein. Maintenant, quand on donne ce cours à des hommes, les hommes ils disent, attends, si c'est vraiment un bon steak, les nouveaux vêtements, on s'en fout, nous on veut un bon steak. Vous voyez, les hommes, les femmes, chacun sa façon de les enfants, eux, le bon steak, les bons vêtements, gardez-les pour vous, nous donnez-nous des bonbons. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes façons de se réjouir. Donc la question qui se pose, c'est, attends, je n'ai pas compris alors. Si pour se réjouir, pour les femmes, ça passe pas par la viande, ça passe par les nouveaux vêtements. Alors qu'est-ce que tu me racontes que la femme, elle a une mitzvah de manger de la viande à Purim parce qu'il y a écrit Memishte Vesimcha? Non, tu devrais lui acheter un nouveau vêtement et puis voilà. Alors, sur ça, les poskim ils disent, non, c'est différent. Parce que le passouk, c'est Yeme Mishte Vesimcha. C'est-à-dire que la joie, elle doit passer par le Mishte. Le Mishte, c'est pas un nouveau vêtement. Le Mishte, c'est par la consommation. Donc quand à Yom Tov, il y a écrit Simchat Yom Tov, il y a Vesamarta Bechagecha et compagnie, il n'y a pas écrit par le Mishte. Donc si ce qui la réjouit, c'est un nouveau vêtement, tant mieux. Mais là où ce qui réjouit, c'est censé passer par le repas. Et bien le repas, même une femme, tu lui donnes de la viande, etc. Ça, c'était au sujet de Mishté. Et tous les poskim s'accordent à dire que les femmes, aussi bien que les hommes, sont tenus d'accomplir la mitzvah du Mishté. Je répète, la viande, ce n'est pas obligatoire, même 100%. Mais c'est qu'Edaï, c'est important, si on peut, de s'efforcer de faire avec de la viande, sauf si on n'aime pas la viande. Maintenant, venez, on en arrive à la halakha. C'est là que ça devient un petit peu épineux, à la halakha de l'Evasumé. Alors venez, on commence d'abord à expliquer un tout petit peu cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui n'est pas très bien comprise. Il y a écrit Chaya venishte Evasumé Bepuria,
Ad delo yada ben Arur Haman et Baruch Mordechai. Gemara explicite, tranché par le Shulchan Aruch mot pour mot, l'homme a le devoir, Chaya, de Lévi Soumé. C'est pas exactement devenir sous, mais s'enivrer un petit peu. Ouais. Ad delo yada, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils soient plus capables de faire la distinction entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Maintenant, je ne sais pas si vous vous imaginez combien il faut avoir bu, mais combien il faut avoir bu pour en arriver à une situation où tu n'es pas capable de faire la différence entre Rav Steinman et Abou Mazen. Vous comprenez? Il ne faut quand même pas être complètement... Il faut vraiment avoir beaucoup bu. Des gens qui font des galipettes par terre et qui vomissent pendant 1 heure, ils savent quand même faire la différence. En tout cas, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lui, il rapporte le psak du Rambam. Le Rambam, il dit, mais non, c'est pas qu'il faut vraiment t'embrouiller entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Mais putain, la Torah ne va pas te donner une mitzvah pareil, impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut boire un peu plus que d'accoutumé, de sorte à ce que tu t'endormes. Souvent, quand on boit un peu d'alcool, après, on a tendance comme ça un petit peu à s'endormir. Donc, tu bois un peu plus d'alcool jusqu'à ce que tu en viennes à t'endormir. Et qu'est-ce que tu as gagné quand tu t'es endormi? Eh bien, quand tu dors, tu ne sais pas la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, tu n'es pas conscient. Donc, ce qu'on te demande, ce n'est pas d'être complètement sous. Ce qu'on te demande, c'est de t'endormir. Et quand tu t'endors, de toute façon, tu ne sais pas quoi il faut entre Arur Haman et Baruch Mordechai, donc tu t'acquittes. Ça, c'est ce qu'on nous a demandé, c'est ce que Chachamim nous ont demandé après le Rambam. Comme ça, le Rambam, il tranche. On ne te demande pas de boire plus que ça. Et il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font? Le matin de Purim, ils boivent un petit quelque chose. Après, ils sentent qu'ils sont un peu en train de s'endormir. Ils s'endorment sur le canapé pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, ils ont dormi. Ils ne savent plus Arur Haman Baruch Mordechai et ils s'acquittent. Au passage, le Chafetz Chaim, c'est comme ça qu'il tranche. Au passage, Reb Gershon, vous connaissez Reb Gershon? C'est pas ce qui est Reb Gershon? Rabbi Gershon, vous savez pas c'est qui? Rav Steinman, vous connaissez? Rav Steinman, il est décédé, maintenant qui est-ce qui a pris la relève? Rabbi Gershon. Rabbi Gershon Edelstein, le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Il faut que vous connaissiez ce nom. Reb Gershon, explicitement dans son shiur qu'il a donné avant Purim, il dit l'attitude à adopter, c'est de faire comme le Rambam, de boire un petit peu, s'endormir, et puis voilà, on ne vous a pas demandé plus que ça. Le Rav Borodiansky, le Khatan du Rav Shlomo Zalman Auerbach, je l'ai entendu dire une fois, il dit souvent les gens, les Bachourei Yeshiva, ils me demandent qu'est-ce que ton beau-père il faisait dans ceci? Qu'est-ce que ton beau-père il faisait dans cela? Intéressant, savoir comment le Rav Shlomo Zalman Auerbach se comportait dans plein de points. Il dit mais c'est intéressant, jamais les gens m'ont demandé qu'est-ce que ton beau-père faisait concernant le fait de se saouler à Purim. Parce qu'ils savent très bien que mon beau-père il faisait comme le Chafetz Chaim, il buvait un tout petit quelque chose, il s'endormait, et puis voilà. Mais eux ils n'ont pas envie de faire ça, ils ont envie de pouvoir vraiment se saouler. Pendant le Mishté, ils peuvent boire comme ça en dehors du Mishté? Exactement. Parce que ça règle les problèmes de Birkat Hamazon et compagnie. Exactement. Je vais arriver à ça. Vous allez voir, je vais arriver à ça. Donc, les maaseh, donc il y a des poskim qui disent que c'est pas, faut se saouler complètement. Que, voilà, il faut à peu près être entre les, il faut juste boire un petit peu plus que d'habitude. Maintenant, il y a beaucoup d'explications qui ont été données. Si vous voulez, je vous donne quelques petits exemples. Est-ce qu'ils disent qu'il ne faut pas ou est-ce qu'ils disent que c'est vraiment assourd de se saouler à ce point? Ouais, il y en a qui veulent dire qu'à ce point, c'est pas le derech de la Torah. Comme ça, il y en a qui disent. Mais attention, il y en a qui disent qu'il faut se saouler comme ça. Le Chacham Zvi, c'est un immense posek. Son fils, il dit, mon père, quand il avait encore la force de supporter ça, il buvait beaucoup. Il buvait mamash, il buvait jusqu'à Deloyada, Ben Awarman Bochancha, il buvait beaucoup. Il y a des grands rabbanim qui avaient cette coutume-là. Maintenant, il y a quelques autres explications, juste pour qu'on ait dit quelques petites explications. Il y en a qui veulent dire, c'est quoi la gimatria de Arur Haman? Qui est-ce qui est bonne ici en gimatriot? Rachel, vous êtes bonne en gimatriot? Rivka, c'est quoi la gimatria de Arur Haman? Vous voulez noter là, vérifier? Naomi. 95 et 407. Ça fait 502. Il a fait. Arur Haman, 502. Vous avez encore des forces, vous êtes essoufflé? À mon avis, c'est pareil. Baruch Mordechai, 502. J'étais sûre. Il a fait. Alors, il y en a qui veulent expliquer le Magan Avraham comme ça, il veut dire, c'est quoi jusqu'à ce qu'on ne sache pas Arur Haman, Baruch Mordechai? C'est que si le jour de Purim, je viens vous voir et que je vous dis, Rivka, Gimatria Arur Haman, allez, dépêchez-vous. Et que vous me dites, attendez, 200, machin, ouais, attendez, j'ai pas la force là aujourd'hui, truc, bon, allez. Baruch Mordechai, eh bien, ça y est, vous êtes quitte. Vous êtes quitte de vous être saoulé. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut être complètement saoul. Il faut avoir du mal à faire des calculs de ce genre-là. Si tu es arrivé à un stade où tu as du mal à faire un calcul, 502, machin, tu n'arrives pas, ben c'est bon, tu t'es déjà acquitté. Ça, c'est certains qui expliquent comme ça. Il y a une autre explication très jolie. Il y avait à l'époque de la Gemara un chant dans lequel le refrain c'était tantôt Arur Haman, tantôt Baruch Mordechai. Un peu comme chez les Sfaradim à Kippour. Timchol vetislach, tislach vetimchol, timchol vetislach, tislach vetimchol. Alors à Kippour, Baruch Hashem, on a notre esprit. Imaginez quelqu'un qui a un petit peu bu.
Alors, il ne sait plus maintenant on en est où, on est à Arur Aman ou à Baruch Mordechai. C'était une fois Arur Aman, une fois Baruch Mordechai, une fois Arur Aman, une fois... Alors si quelqu'un il s'embrouille un peu, il ne se rappelle plus où on en est, il s'embrouille, c'est bon, c'est qu'il est suffisamment sot, c'est qu'il s'est acquitté. Comme ça, il y en a qui veulent expliquer. Il y a une très très jolie explication du Sfat Emet. Il dit quelque chose de très très beau. Pour vous expliquer ce qu'il dit, j'aimerais commencer par un exemple. Il y a une mitzvah qui est a priori incompréhensible. C'est la mitzvah de la procréation, mitzvah de Péria Verivia. Cette mitzvah, il y a un aspect de cette mitzvah qui est incompréhensible. Quand est-ce qu'on s'est acquitté de la mitzvah d'Eoraita de Péria Verivia? Quand l'homme il a eu un garçon et une fille. C'est une mitzvah. Voilà, ou une fille et un garçon. D'accord, peu importe. Un garçon, une fille, un garçon. D'accord? Et c'est bon. Même s'il a eu 2 filles et un garçon, ça marche. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que cette mitzvah, elle est incompréhensible? Pourquoi? Ça ne dépend pas de moi. Si tu me dis mets tes tefilines, alors je peux les mettre ou ne pas les mettre. Tu peux me punir si je ne les ai pas mis, me récompenser si je les ai mis. Mais quelqu'un qui essaye, il essaye d'avoir des enfants, et puis soit il n'arrive pas à avoir d'enfants, soit il a 7 filles, il n'a pas de garçon, il n'a pas réussi, mais ce n'est pas de sa faute, il peut rien y faire. On raconte qu'une fois, il y avait un Oleh Hadash, il est arrivé en Israël, et puis il a eu 5 filles l'une après l'autre. Il était hyper énervé d'avoir eu 5 filles. Il dit à sa femme, écoute, la prochaine fois que tu m'amènes une fille, je ne sais pas ce que je te fais. Bon, c'était un Marocain comme ça, nerveux et tout. La femme a été hyper angoissée. Qu'est-ce qu'elle va avoir la prochaine fois? Elle était enceinte. Elle a passé une grossesse insupportable. Ouais, c'est une blague. Imagine c'est une fille, grossesse insupportable. Le jour de l'échographie, elle s'est bouchée les oreilles. Elle ne voulait pas entendre que c'était un garçon ou une fille. Elle était trop traumatisée. Et puis voilà qu'elle va accoucher. Le mari est dans la salle d'attente en train de bouillonner, il n'a pas intérêt à m'amener une fille, je ne sais pas ce que je lui fais. À un moment donné, il y a la sage-femme qui sort et qui dit au monsieur, « Monsieur, vous êtes l'heureux papa d'une jolie petite fille. » Il commence à hurler, à se mettre dans tous ses états, dans une rage pas possible. Alors le médecin, il va voir la sage-femme, il dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, « Je ne sais pas, moi je lui ai dit qu'il a eu une fille, et puis voilà. » Il n'a pas eu une fille. La fille, c'est la femme d'à côté qui a couché au même moment, ma pitome. Lui, il a eu un garçon, il n'a pas eu une fille. Il dit, « Oh, je suis complètement trompé. » Elle retourne voir le monsieur. Elle dit, excusez-moi monsieur, je suis trompé. En fait, vous avez eu un garçon. Il dit, ah, je savais que dans ce pays, il fallait crier pour être entendu. D'accord? En tout cas, donc c'est pas de ma faute. J'ai essayé, j'ai eu 7 filles. Qu'est-ce que je fasse? Je ne peux rien faire. Alors, c'est incompréhensible cette mitzvah. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut savoir? L'idée est la suivante. Une fois que j'ai eu un garçon et une fille, ça y est, j'ai accompli ma mitzvah. C'est-à-dire qu'après, si je veux ne plus avoir d'enfants, c'est déjà un peu plus simple. C'est pas qu'il n'y a pas une mitzvah après d'essayer d'avoir d'autres enfants. Il y a une mitzvah des Ramanan, de l'Aerev Altinarchiatra d'essayer d'avoir d'autres enfants. En tout cas, ça y est, je me suis acquitté. Par contre, tant que j'ai eu 7 filles, 8 filles, 9 filles, peu importe, ou 8 garçons, tant que je n'ai pas eu un garçon et une fille, je dois continuer à faire la Ishtadlut. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est dit, moi j'ai eu 2 garçons, ça y est, en plus les garçons, c'est difficile à gérer, j'ai eu 2 garçons, c'est fini, maintenant contraception jusqu'à 120 ans. Alors là, Hachem il pourra dire non, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu n'as pas fait ta mitzvah d'Oraita, quand tu t'amuses. Tu n'as pas fait ta mitzvah d'Oraita. Mais bon, si j'ai eu un garçon et une fille et que contraception, c'est déjà plus simple, parce que tu as déjà fait ta mitzvah. Maintenant, si j'ai eu des enfants et que je n'ai pas pris la contraception et que je n'ai pas réussi à avoir un garçon et une fille, c'est sûr qu'Hachem ne pourra pas me punir. J'y suis pour rien, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'y suis pour rien. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc, en d'autres termes, la mitzvah, c'est tant que tu n'as pas eu un garçon et une fille, continue à essayer d'avoir des enfants. Et au passage, quand on me pose des questions sur la contraception, eh ben, l'une des questions, parfois il y a des femmes qui m'appellent, voilà, j'ai 5 enfants, machin, j'en peux plus, j'ai besoin de me reposer, en ce moment c'est dur, machin, etc. L'une des premières questions que je pose, c'est d'abord, vous avez déjà eu un garçon et une fille ou pas? S'ils ont déjà eu un garçon et une fille, ça va être plus simple de pouvoir autoriser pendant une certaine période de donner la contraception, d'accepter, que dans le cas où non. En tout cas, tout ça c'était une parenthèse, c'est pour expliquer c'est quoi cette mitzvah-là. C'est pas que j'ai mis à avoir un garçon et une fille, ça ne dépend pas de moi. Mais tant que je n'ai pas eu un garçon et une fille, j'ai la mitzvah de continuer à essayer d'avoir des enfants. Vient le Sfat Emet et dans le même ordre d'idées, il dit à propos de Purim. Il dit, c'est pas que j'ai un devoir d'être arrivé à Arur Haman et Baruch Mordechai et que si jamais je ne suis pas arrivé à cet état, je ne suis pas quitte. Non, tu n'as pas demandé ça. Simplement, dès que tu es arrivé à cet état-là, ça y est, tu peux t'arrêter de boire. C'est bon, c'est que tu es acquitté. Quand tu es arrivé à cet état-là, tu es acquitté, ça y est, arrête de boire maintenant. Tant que tu n'es pas arrivé là, eh ben, continue à être joyeux, à boire de temps en temps un petit quelque chose. Vous comprenez? Comme ça, le Sfat Emet veut expliquer. En tout état de cause, on a ici donc une grande marloquette. Comment on s'acquitte de boire le jour de Purim?
est-ce qu'il faut boire beaucoup ou est-ce qu'il faut boire un petit peu plus que l'accoutumé? Et l'essentiel, c'est que les gens le fassent les Shem Shamaïm. L'essentiel, c'est que les gens se connaissent. Il y a des gens qui, quand ils sont sous, eh ben, ils parlent à Kadosh Baruch Hu de façon extraordinaire, ils prient de façon extraordinaire. Tout est génial. Et il y a des gens, quand ils sont sous, ils sortent toutes leurs poubelles. Et puis, Pachout, ces gens-là, il vaut mieux qu'ils ne se saoulent pas. Après, chacun, les Shem Shamaïm, qu'il fasse comme il veut. Il y a des filles de séminaire chaque année qui aiment bien être là où je suis, moi, à Purim. Et elles se font un plaisir quand je suis dans tous mes états de me filmer, de machin. Après, elles envoient des photos à leurs amis, etc. Voilà, chacun selon son idéal. Moi, par exemple, je vois un petit peu plus que d'accoutumé. Mais Baruch Hashem, ça ne dérange personne. Je fais de mal à personne quand j'ai bu. Après, chacun selon... il y a deux façons de voir les choses, machloket. Voilà, ça c'était pour les hommes. Maintenant, venez, on en arrive à la question des femmes. Quelle est la problématique? Si je considère que les femmes elles sont concernées par les Chot Purim aussi bien que les hommes, eh ben, elles aussi elles doivent boire. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que la Gemara dans Masechet Ketubot, elle dit, et la Mishnah, que les femmes, c'est pas bien qu'elles boivent. Pourquoi une femme, c'est pas bien qu'elle boive? Elle parle de Purim, la Mishnah. Pourquoi c'est pas bien qu'elle boive? Parce que de boire, surtout pour une femme, ça peut mener trop rapidement à Gilou Yarayot. Elle peut être séduisable, séductible, je sais pas comment on dit, beaucoup plus facilement, comment on dit? On risque de la séduire. Non, pas séduire. On risque de la séduire beaucoup plus facilement si elle est sous que si elle n'est pas sous. Et il y a eu tellement de cas. Moi, j'ai connu personnellement la fille d'un rave très sérieux. Je lui ai parfois reproché d'être un peu trop ouvert. Mais en tous les cas, un rave très sérieux. Sa fille, c'était une fille de sa déquête, à peu près. Et puis un jour, c'était pas pour Purim, un jour, elle était à un anniversaire. À l'anniversaire, c'était mélangé. On lui a fait boire un petit peu trop. Elle s'est endormie, elle était complètement dans une autre planète. Et il y a un garçon qui a abusé d'elle. Le lendemain matin, elle s'est réveillée. Elle ne s'est même plus rappelée de ce qui s'était passé. Mais Pachout, elle a regretté pendant un long moment. Fille d'un rave en plus, etc. Ça veut dire qu'il faut faire très très attention. Quand on boit, on risque d'en arriver à beaucoup de choses. Il y a une année, une fille qui m'a téléphoné, une fille très de sa déquête. Une fille qui m'a téléphoné. Elle me dit, ils organisent un mishté le jour de Purim pour les célibataires. Est-ce qu'on peut s'associer ou pas? Alors, je lui ai dit pour les célibataires hommes ou pour les célibataires femmes? J'ai fait genre le naïf. Elle me dit, ben non, célibataires et hommes et femmes. Je lui ai dit, d'accord, et de quelle taille elle est la mechitza? Elle me dit, mais non, quelle mechitza? Le but, c'est qu'il n'y ait pas de mechitza. Je lui ai dit, vous me posez la question, Bertsinout. Je lui ai dit, mais si ça n'avait pas été Purim, des garçons, des filles, il faut mettre une mechitza. À part le Ramoshe Feinstein qui voudrait autoriser, dans certaines circonstances, si on tous les poskim, il faut mettre une mechitza. Mais le jour de Purim, tu me demandes? Ils sont gamour, ça risque d'arriver à des choses très très graves. Donc, on a ici un problème. D'une part, les femmes, elles sont concernées par les Chot Purim. D'autre part, c'est pas très bien que les femmes, elles boivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Staipeler, c'est qui le Staipeler? C'est le père du Rav Kanievski. Le père du Rav Chaim Kanievski. Voilà. À l'époque du Staipeler, on disait que le Rav Chaim Kanievski, c'était le fils du Staipeler. Aujourd'hui, on dit que le Staipeler, c'est le père du Rav Chaim Kanievski. Mais ça ne change pas grand-chose. Le Staipeler, géant de la Torah, il dit les femmes, elles doivent boire un peu plus que d'accoutumée le jour de Purim. C'est une mitzvah de boire, elles doivent boire. Le Rav Chaim Kanievski, on lui a posé la question, est-ce que les femmes, elles doivent boire à Purim? Il dit, elles doivent boire un peu plus que d'accoutumée, mais pas à Deloyada. Le devoir de Deloyada ben Aouraman Borch Mordechai, pas pour les femmes. Donc, elles doivent boire un peu plus, mais pas à Deloyada. Le Rav Ovadia Yosef, il a tranché que les femmes, c'est bien qu'elles boivent un petit peu plus que d'accoutumée. Pas beaucoup, un petit peu plus que d'accoutumée. Le Rav Shmuel Kaminski, on lui a posé la question, et lui, à nouveau, il dit la même chose. Il dit, les femmes, elles sont concernées par la mitzvah de boire. Comme les hommes, c'est l'une des mitzvot de Purim. Donc elles sont concernées par le devoir de boire. Bon, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si elles boivent trop, elles risquent d'en arriver à. Alors il dit, ma baya, un révite, c'est à peu près ça. Dis-toi la vérité, Déborah, si vous buvez ça de vin, vous allez perdre complètement la tête? Non. Donc le Rav, il dit comme ça, tu dois boire. C'est combien boire? Mais Rachel, oui. C'est... Elle est très sensible, Alors, Rachel, je la connais. alors, Rachel, c'est quoi boire? Boire, c'est un révite. D'accord? Boire, c'est un révite. Or, il dit la plupart des femmes, quand elles boivent un révite, ça va, mais c'est d'air, c'est pas la fin du monde. Donc, elle boit un révite, elle s'est acquittée de son devoir de boire. C'est pas grave, elle va pas en arriver à des états de folie. Et puis voilà, comme ça, elle s'est acquittée d'une part de son devoir de boire, d'autre part, elle a gardé cette sniout, elle a fait attention à elle-même. Maintenant, si une fille, par exemple, elle boit jamais, parce qu'elle sait que dès qu'elle boit même un révite, eh ben, elle perd la tête. Alors qu'elle boit un peu plus que d'habitude. D'habitude, elle ne boit rien, zéro. Qu'elle boit 10 gouttes, 15 gouttes, 20 gouttes, un petit quelque chose. On demande de boire un peu plus que d'accoutumée. Bois un peu plus que d'accoutumée. Une femme enceinte et qui allait, elles sont dispensées, je suppose.
À nouveau, si c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas bon pour le bébé ou quoi, j'imagine pas qu'un révite, c'est dangereux pour une femme qui allait ou qui machin. J'imagine pas qu'un révite. C'est combien de gorgées? Un révite, c'est rien. Un révite, c'est 86 millilitres. Non, non, c'est bon. C'est rien. Ça peut être n'importe quel vin ou parce que N'importe les quel vins vin. sucrés, donc c'est plus. N'importe quel vin. Comme ça, ces rabbinim-là disent, donc tous ces grands rabbinim, le Staipeler, le Rav Chaim Kanevski, le Rav Ovadia, le Rav Shmuel Kaminski, tous ces grands rabbinim-là, ils disent que les femmes, elles doivent boire un peu plus que d'accoutumé, et puis comme ça, il n'y a aucun problème. D'autre part, il y a deux autres rabbinim qui ne disent pas comme ça. Le Rav Wosner et le Rav Moshe Sternbourg, deux grands rachamim, eux, ils ne disent pas comme ça. Eux, ils disent que les femmes, elles ne sont pas concernées par la mitzvah de boire le jour de Purim. C'est quoi leur logique? Alors, eux, ils disent quelque chose de très intéressant. Il y a des poskim qui veulent dire, et ça répond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Rivka, que la mitzvah de boire, ça n'est pas partie intégrante du mishté. Nous, on a l'impression que dans l'Ilchot mishté, il faut boire. Il y a des poskim, le Maharil et d'autres, qui veulent dire que non, en quelque sorte, c'est comme si à Purim, il y avait 5 mitzvot. Il y a les 4 mitzvot fondamentales, Ikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Le'Evyonim et Mishté, et il y a une 5e sous-mitzvah qui s'appelle Chayav Inish Levasumé Bepuria. La preuve qu'ils rapportent, ils disent que si quelqu'un n'a pas fait le Mishté à Purim, il n'est pas quitte de la mitzvah. Si quelqu'un a fait le Mishté mais qu'il n'a pas bu, ou qu'il ne s'est pas enivré, il est quitte. Le Biur Halacha, il ramène des poskim qui disent que la mitzvah de s'enivrer, c'est la mitzvah, c'est l'oleikuva. Ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est pas impératif pour pouvoir s'acquitter des mitzvot. Donc il veut dire, tu vois bien que ce n'est pas vraiment comme Mishté. Alors, la mitzvah de Mishté, ça les femmes elles sont concernées comme les hommes. Mais la sous-mitzvah de Chayav Inish Levasumé Bepuria de Loyada, eh bien ça, elles ne sont pas concernées. Et la preuve qu'elles ne sont pas concernées, c'est que les femmes sont bien qu'elles boivent. Donc c'est évident que cette mitzvah ne concerne pas les femmes. Donc, en résumé, on a ici une machloquette. D'après Rav Wosner et Rav Moshe Sternbourg, les femmes, elles ne sont pas concernées par cette mitzvah-là. C'est-à-dire que si une femme, elle ne veut pas boire, elle peut ne pas boire. Si elle veut se reposer sur ces poskim-là, c'est des très grands poskim, elle a sur qui se reposer. Celles qui veulent s'acquitter, ils ne disent pas que c'est assour, c'est de rabbanim-là. Mais ils disent qu'elle n'est pas concernée, elle n'est pas obligée. Maintenant, celles qui veulent se reposer sur les poskim qui disent de le faire, elles peuvent le faire. Est-ce qu'elles sont obligées de le faire pendant le Mishté ou elles peuvent le faire en dehors? Non, je vous ai dit, ce n'est pas forcément lié au Mishté. C'est pas forcément lié au Mishté. Le jour de Purim, il faut à un moment donné pouvoir s'être enivré. D'accord? Donc ceux qui disent que oui, elle doit boire, ils ne tiennent pas compte du fait que ça peut l'amener à des... À nouveau, si une femme, elle sait que quand elle boit un révite, elle risque d'en arriver à, alors bien sûr, il ne faudra pas qu'elle Non, boive. peut-être pas elle, mais ça peut créer une ambiance de légèreté. Oui, mais il peut y avoir une ambiance. Les hommes, ils sont tous sous. Enfin, je veux dire, D'accord, ça crée, on va dire, Ouais. s'il n'y a pas quelqu'un de lucide qui sauvegarde l'honneur, quoi, je sais pas, c'est genre... En général. Ils sont tous complètement Ouais, dans un état d'ébriété, quoi, je veux dire. D'accord, mais ça dépend beaucoup de là où on se trouve. Ça dépend beaucoup. Moi, personnellement, chaque année, je me trouve à peu près avec les mêmes familles dans les Mishté. Chaque année, on fait avec les mêmes familles. Et c'est des familles de gens lucides, normaux. C'est vrai que parfois, on boit une certaine quantité. Mais ça va. C'est-à-dire, les femmes, elles sont de leur côté, les hommes de leur côté. Ça ne va pas jusque-là. Chas v'shalom, vous comprenez? Il n'y a pas ce genre de danger. À nouveau, après, à kol les filles à Inyan, comme on aime bien dire. Tout dépend vraiment de la situation, du cas de figure. Tout dépend de beaucoup de choses. Par exemple, je donnais des cours dans les séminaires. Dans les séminaires, je risque de me faire griller si je dis aux filles, il faut boire. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout que tous les directeurs de séminaires et directrices et tout, ils disent, ne buvez pas, ne buvez pas. Maintenant, je leur ai expliqué tout ça. Et ce que je leur ai dit, c'est que je comprends que dans un séminaire, le directeur et la directrice du séminaire, ils doivent empêcher d'amener du vin à la table, à moins qu'eux-mêmes soient présents lors du Mishté. Si la directrice elle est présente, elle vérifie ce qui se passe, ça va. Mais d'amener du vin maintenant à un Mishté où il n'y a que des filles, des petites jeunes de 18 ans, c'est sûr que c'est très 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 dangereux. Parce que s'il y a une fille, par exemple, qui exagère un petit peu, et qu'après elle en arrive à, après les parents ils m'ont téléphoné, qu'est-ce que vous avez fait avec ma fille, machin, ça, c'est sûr que c'est dangereux. Quand c'est une fille qui a déjà un certain âge, une fille qui machin, c'est pas dans un séminaire, c'est pas entre filles, vous comprenez? Après, il y a des situations dans lesquelles il y a aussi des filles qui ont peut-être la tendance un petit peu alcoolique, qui dès qu'elles boivent un tout petit peu, elles n'arrivent pas à s'arrêter. Ça existe ça. C'est quoi un alcoolique? C'est quelqu'un qui dès qu'il boit un petit peu, il n'arrive plus à s'arrêter. Donc, vous voyez, il y a des... C'est pour ça que dans un séminaire, je comprends, j'accepte que dans un séminaire, on dise aux filles, ne buvez pas. Mishté, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, ne buvez pas. Mais quand on est maintenant, vous allez vous trouver pour le Mishté dans des familles, c'est pas exactement... Vous voulez boire un petit quelque chose? Il n'y a pas un problème de pudeur, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais de prendre une bouteille de vin, d'ouvrir, de se
Il y a pas une... Alors, je ne sais pas. Nous, par exemple, là, on fait le michté. Il y a des bouteilles de vin chez les hommes. On met des bouteilles de vin aussi chez les femmes. Et si on voit qu'elles ne se servent pas, on demande à une femme de servir les autres. Oh, c'est pas un problème de pudeur. Le pourim, c'est comme ça. La misère, le pourim, c'est de boire. Donc, je ne pense pas que ce soit un manque de pudeur. J'avais entendu dire que dans les yeshivot, même les garçons, on leur demandait de ne pas boire. Les yeshivot, tu peux leur donner ce que tu veux. Qu'il y avait un sac qu'il ne fallait pas boire comme ça au point de... Dans les yeshivot, ils boivent, ils fument et machin. Bon, de ça. se rouler par terre, de faire des trucs, que c'était pas le derrière... C'est ce que je veux dire. Rabbi Gershon, par exemple, il a dit au Bachurim, ne buvez pas tellement, buvez un petit peu plus que d'habitude et voilà. Mais peu importe. Hein. Vous comprenez ? Si vous voulez vous faire un kiff, voilà, je vais vous dire maintenant un kiff. Si vous voulez vous faire un très très grand kiff, ce vendredi soir, d'accord, donc ça va être à Yerushalayim, le Mishté, il se finit vendredi, juste avant la sonnerie, nachon. Si vous habitez dans une shrouna où il y a des yeshivot, à Beit Vagan, il y en a plein. Vous, Rachel, allez à Merkaz Haraf, par exemple. D'accord ? Vous êtes où, vous, à Beit Vagan ? Vous allez vous trouver une yeshiva à Madame Atlan à côté de la maison, et j'imagine qu'il y en a plein aussi. Trouvez-vous, vous êtes où, vous à... Il va te demander rien, il ne jamais là. Allez à Hebron si vous voulez. Allez dans la Ezrat Nashim ce vendredi pour la Kabbalah de Shabbat. Allez dans la Ezrat Nashim, vous n'avez jamais vu une Kabbalah de Shabbat de cette intensité-là. Dans les yeshivot, ils sont complètement sous. Et ils font Kabbalah de Shabbat et tout type d'air de l'Echadodi. Puis après, quand l'Echadodi est fini, pendant encore une demi-heure, ils continuent à chanter. Et ils sautent sur les bancs et machin. C'est bon. Si vous n'aimez pas ça, n'allez pas. Mais si vous aimez bien les atmosphères comme ça, parfois un petit peu, vous allez vous faire un petit kiff. D'accord ? Ça, c'est la halacha dont je voulais vous parler. J'espère qu'on a été clair, exhaustif, qu'on a parlé de tout.